Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Refresh. Dans le sommaire aujourd'hui, nous parlerons de ce nouveau rebondissement dans le dossier de la réforme de la Constitution au Sénégal. La loi a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Nous irons notamment en Côte d'Ivoire avec le groupe consultatif qui s'est réuni à Abidjan. Le gouvernement ivoirien se mobilise pour son nouveau plan de développement. Le thread sera de la partie avec le sujet sur les plages insalubres de Dakar. Vous aurez notamment vos rubriques préférées dans cette émission. Restez avec nous, le développement, c'est dans un instant. Je vous le disais tantôt, le Conseil constitutionnel a invalidé la réforme de la Constitution adoptée par l'Assemblée nationale. Le sujet défraie actuellement la chronique au Sénégal. À ce sujet, Willy Sadio est sur le terrain pour nous faire un décryptage de l'actualité. Le Conseil constitutionnel sénégalais a invalidé jeudi dernier la loi portant révision de la Constitution adoptée le 29 juin dernier par l'Assemblée nationale. Saisi par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Conseil constitutionnel estime que la procédure de révision de la Constitution n'a pas été respectée. Les sages évoquent notamment des violations des articles 82 et 103 de la dite Constitution. Il reproche également au président de l'Assemblée nationale de ne pas avoir donné suite à la demande du gouvernement d'appliquer la procédure dite du vote bloqué lors de l'examen du texte. Cette décision annule donc la réforme constitutionnelle adoptée par les députés. Le texte prévoyait notamment 29 articles de la Constitution, de remplacer le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle composée de 9 membres, d'interdire au président de la République de diriger un parti politique, de renforcer les pouvoirs du Premier ministre et de l'Assemblée nationale, mais aussi de limiter à une seule fois par mandat la possibilité pour le chef de l'État de dissoudre le Parlement. Pour rappel, cette réforme a été initiée par le président de la République lui-même, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la suite des recommandations des assises de la justice et du dialogue national. Le projet avait ensuite été repris sous forme de proposition de loi par des députés de la majorité parlementaire. Au cours des débats à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements ont toutefois été apportés au texte. Celui-ci a finalement été adopté le 29 juin 2026 à l'unanimité des 129 députés présents. En contestant cette version devant le Conseil constitutionnel, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye estimait que les modifications introduites par les députés avaient profondément changé le texte initial et que la procédure prévue pour une révision de la Constitution n'avait pas été respectée. Avec cette décision, il reprend donc l'initiative sur ce dossier et pourra, s'il le souhaite, présenter une nouvelle version de la réforme en suivant la version prévue par la Constitution. Merci Willy pour ces précisions. Direction maintenant la Côte d'Ivoire où le gouvernement passe à la vitesse supérieure pour son plan national de développement 2026-2030. Réunis à Abidjan pour le groupe consultatif, les autorités ivoiriennes ont dévoilé leur feuille de route financière. L'objectif, financer les grandes ambitions du pays à l'horizon 2030. Un reportage que je vous propose de suivre avec notre correspondant sur place. La Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle étape de son plan national de développement 2026-2030. Réunis à Abidjan lors du groupe consultatif, le gouvernement et ses partenaires ont échangé sur les moyens de financer les priorités économiques du pays pour les 5 prochaines années. Présentant la stratégie financière du gouvernement, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a affirmé que cette rencontre marque, je cite, un nouveau cycle économique, fin de citation, pour la Côte d'Ivoire. L'objectif affiché reste d'atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030. La feuille de route repose sur 3 axes: poursuivre la consolidation budgétaire, renforcer la mobilisation des ressources intérieures et enfin diversifier les sources de financement. Le ministre a notamment mis en avant les progrès enregistrés dans la réduction du déficit budgétaire,
tout en rappelant que le gouvernement entend maintenir cette trajectoire malgré un contexte international qu'il juge difficile. Citant le Fonds monétaire international, Adama Coulibaly a également indiqué que le risque lié à la dette ivoirienne est désormais considéré comme faible contre modéré auparavant. Le gouvernement prévoit aussi d'accroître les recettes fiscales grâce à la modernisation de l'administration, à la digitalisation des procédures de recouvrement et à l'élargissement de l'assiette fiscale, tout en poursuivant la maîtrise des dépenses publiques. Enfin, pour financer le PND, les autorités misent sur une combinaison de financement concessionnel, de marché de capitaux, de partenariats public-privé et d'investissement privé que le ministre a présenté comme indispensable à la réussite du plan. Nous passons maintenant au thread pour parler des grandes vacances et comme vous le savez, en cette période, les plages sont les lieux les plus fréquentés. À Dakar, certaines d'entre elles sont interdites à la baignade et pourquoi? C'est à cause du niveau élevé de pollution. On voit ça tout de suite avec Ibrahima Dramé. Près de 50% des plages à Dakar sont impropres à la baignade. Est-ce que vous étiez au courant de cette étude? Non, j'étais pas ça. J'étais pas du tout au courant. Je savais pas. Il y avait des plages impropres. Je suis à la plage de Malika et comme vous pouvez le voir, il y a du monde, des familles, des enfants, des jeunes qui nagent, profitent du soleil. Mais ce que personne ne voit à l'œil nu, c'est ce que contient cette eau. Parce que selon une étude publiée en avril dernier par le Surf Rider Foundation Sénégal et l'Institut Pasteur de Dakar, cette eau pourrait vous rendre sérieusement malade. Alors, qu'est-ce que dit réellement cette étude? Les chiffres sont édifiants. Il y a 3 sites dont la qualité de l'eau est non satisfaisante à la baignade. Il s'agit de la baie d'Angor qui est un site avec des contaminations fréquentes et du coup présentant des risques sanitaires et les sites de baie de Carpe et de Yoff BCAO. 467 analyses ont été menées, ce qui représente à peu près 80 campagnes de prélèvement. Et tenez-vous bien, 42,8% des prélèvements ne sont pas satisfaisantes à la baignade, ce qui indique une pollution bactériologique préoccupante. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, l'exposition à ces bactéries peut entraîner des gastro-entérites, des affections ORL et diverses intoxications. Les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées et toute personne avec une santé fragile. Alors pourquoi en est-on arrivé là? Une urbanisation côtière mal maîtrisée, un système d'assainissement insuffisant et surtout des lois qui existent mais ne sont pas appliquées. Le maire de Yoff a lui-même reconnu que les populations ne sont pas suffisamment informées des risques. Ce qu'il faut maintenant, un renforcement de l'assainissement, un encadrement strict de l'urbanisation côtière et surtout l'instauration d'une norme sénégalaise spécifique sur les eaux de baignade. Parce qu'aujourd'hui, il n'en existe aucune. L'étude a dû se baser sur des directives européennes, faute de standards locaux. Il est fortement recommandé aux parents d'être vigilants, surtout en cette période. Passons maintenant au grand reportage du jour qui porte sur le Centre national de transfusion sanguine qui fait face à des défis de réserve. L'institution tire la sonnette d'alarme face au risque de pénurie de poches de sang pour sauver des vies. Notre reporter Ina Badji est allé à la rencontre des dirigeants. Suivez le reportage. Alors après le prélèvement qu'on a fait au niveau de la salle de cabine des donneurs, qu'on appelle cabine de prélèvement, donc le sang arrive ici en produit de base initial, donc ce qu'on appelle du sang total, le sang total. Mais comme on a l'habitude de dire, à partir d'une poche, on peut sauver 3 vies. Donc c'est là où tout s'explique, parce que quand on amène les poches de sang ici, on va faire ce qu'on appelle la séparation de la poche du sang en ces différents produits. Nous avons un deuxième produit qu'on appelle le PFC, un plasma frais congelé qu'on utilise dans les hémorragies postpartum par exemple, les femmes qui viennent juste d'accoucher et qui ont besoin de facteurs de la coagulation, on peut les trouver ici. Nous avons aussi un troisième produit qu'on appelle des concentrés de plaquettes, donc qui sont aussi utilisés dans certaines hémorragies, mais qui sont différentes des déficits en facteurs, mais ça sont des déficits en plaquettes, qu'on appelle la thrombopénie. Bon, actuellement, nous sommes en période de campagne, hein, c'est une période qui est assez tendue, surtout à l'approche du Magal. Donc au niveau du CNTS, des dispositions sont en train d'être prises pour pallier un peu au déficit du stock
Donc des collections organisées en mobile, donc les gens partent dans les sociétés, avec les associations. Le stock est un peu tendu actuellement, donc on profite de cette occasion-là qui nous est offerte. On peut appeler vraiment toute la population sénégalaise, les jeunes surtout, donc pour venir faire un don qui peut sauver des vies. Le Centre national transfusion sanguine distribue en moyenne 200 poches de sang par jour je précise bien. Et nous arrivons quand même à satisfaire la plupart des demandes, dans la mesure où si vous sortez aujourd'hui au niveau de la banque de sang, vous allez voir qu'il y a des ambulances qui sont stationnées et qui viennent récupérer des poches de sang. On essaie tant soit mieux, chaque jour que je fais, de répondre aux besoins des hôpitaux. Bon, après, il faut savoir que les hôpitaux peuvent aujourd'hui demander 15 poches de sang qu'on peut satisfaire, mais que parfois il arrive qu'ils demandent par exemple une vingtaine de poches de sang et que nous pouvons juste leur fournir 10 poches de sang. Ça peut arriver. Mais ce qui est important à savoir, c'est que même si le nombre exact n'est pas satisfait, on arrive quand même à répondre aux demandes. Nous terminons avec le Digital Trend avec les tendances sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Maroc. Croyez-moi, c'est une véritable guerre des vannes entre les pays africains à l'occasion de cette Coupe du Monde. Regardez. Hello Amina, hello la team Refresh. À la une sur les réseaux sociaux cette semaine, la défaite du Sénégal continue d'alimenter les débats et de générer des fake news. La dernière en date, l'annonce de la retraite internationale de Sadio Mané. Il a suffi d'une simple image générée par l'intelligence artificielle pour enflammer la toile et induire plusieurs médias en erreur. Pendant plus d'une heure, la fausse information a fait le tour du monde. Le principal concerné, lui, n'a même pas pris la peine de démentir. Il s'est contenté de poster sur son compte Instagram une photo ultra relaxe, une manière de dire « laissez-les parler ». Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, on joue les prolongations de l'après-Coupe du Monde. Malik Traoré, journaliste sur NCI et ancien de Canal, a mis le feu aux poudres. Il a évoqué de graves limites du staff médical des éléphants qui auraient poussé certains joueurs à se soigner de par leurs propres moyens, sans oublier les couacs logistiques. Une sortie qui a immédiatement déclenché une vive polémique, poussant de nombreux Ivoiriens à pointer du doigt la gestion de la fédération. Le monsieur là, il n'a pas tort, il a raison. C'est pourquoi ils ont souhaité que Drogba ne se mette même pas dans la fédération ivoirienne de football, que Drogba se mette carrément à l'écart, qu'il ne soit même pas acteur de ce qui va se passer dans le football, pour ne pas qu'il voie clair dedans. C'est la SEC Mimosa qui gère l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est les doyens, les Dougoutigui de la SEC Mimosa, c'est eux qui gèrent l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est eux qui décident qui va pas. Et on termine par l'élimination du Maroc face à la France. Un retour sur terre brutal pour les Lions de l'Atlas qui voyaient déjà les choses en grand et qui ne trouveront pas beaucoup de réconfort chez les supporters sénégalais ou algériens. Mais ce qui reste vraiment viral après cette défaite, c'est le comportement d'Achraf Hakimi. Un sourire, une image capturée et qui a fait le tour du net et qui n'a pas plu aux Marocains qui jouent ce comportement inapproprié jusqu'à qu'on lui demande de rendre le brassard de capitaine. Le pire capitaine de l'histoire, le pire capitaine que j'ai vu de ma vie. Et il se permet encore de rigoler après le match. Le mec pendant toute la rencontre, il est à 4 pattes devant Mbappé, devant Désiré Doué, et à la fin du match, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Et nous, imbéciles qu'on est, et nous, on le défend encore. Ouais, mais il est innocent, faut respecter la présomption. J'en ai rien à foutre, les gars. Maintenant, vous voyez, qu'il aille en prison, qu'il aille pas en prison, c'est pas mon problème. Chacun ses problèmes. On le défend encore, nous. Nous, on le défend encore, nous. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez le reste de l'actualité sur nos différentes plateformes, notamment sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine, toujours dans le Refresh.